La culture populaire a présenté Elon Musk comme une sorte de génie excentrique d'envergure, au début humble. Mais cela est manifestement faux. Elon Musk est né en Afrique du Sud, où il prétend avoir grandi dans l'extrême pauvreté. Mais sa famille possédait une mine d'émeraudes. À l'adolescence, Elon échangeait des émeraudes contre du cash à New York City, et son père se vantait qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils ne pouvaient plus fermer leur coffre. Elon Musk prétend avoir contracté une dette pour un emprunt étudiant de $100 000, mais il a reçu une bourse complète de l'Université de Pennsylvanie, où il a acheté une maison de fraternité de 10 chambres avec son ami Adeo Ressi, transformée en nightclub illégal. La culture populaire prétend qu'Elon a un QI de 155, mais cela n'a jamais été testé. Et après avoir été accepté à Stanford pour des études de doctorat, il abandonnera au bout de 2 jours. Après avoir abandonné ses études, Elon lança sa première entreprise commerciale avec son frère Kimball, Zip2, qui était essentiellement une version digitale des pages jaunes. Les frères reçurent des dizaines de milliers de dollars de leurs parents. Cependant, Elon ne le reconnaît pas. Un associé du père de Musk, Greg Curry, s'impliqua afin d'attirer les investisseurs, mais le code d'Elon n'était pas bon. Il a fallu donc embaucher des codeurs professionnels pour tout réécrire. Zip2 fut ensuite vendu pour $307 millions à Compaq, qui plus tard le supprima sans jamais avoir fait de profit. Elon gagna $22 millions, acheta une McLaren F1 d'$1 million, ce qui fit la une des journaux, avant qu'il ne détruise le véhicule non assuré. Musk décida ensuite de créer une banque en ligne, X.com. Il s'associa avec des experts de la banque, Harris Fricker, Edward Ho et Christopher Payne, tous les trois finissant par quitter la société après avoir accusé Elon Musk de mentir aux médias sur la qualité de leurs produits. Elon prétend avoir fondé PayPal. Avant que la société s'appelle PayPal, son nom était Confinity, fondé en 1998 par Peter Thiel et Max Levchin. Après avoir perdu des millions de dollars, X.com devint la propriété de Confinity et a fusionné en 2000. La seule contribution de Musk à Confinity est sa propre lutte pour le pouvoir. Il se nomma lui-même CEO et voulut reprendre le nom X.com. L'exécutif fit une pétition couronnée de succès pour virer Musk pendant qu'il était en vacances. Une section de l'accord de démission de Musk stipulait que toute référence au fondateur de la compagnie sera supprimée de leur site Internet, permettant à Elon d'en garder le crédit, la seule chose qu'il n'ait jamais réalisée jusque-là. Peter Thiel renomma alors la compagnie PayPal, la fit coter en bourse et la vendit à eBay pour $1,5 milliard. Elon reçut 180 millions de la vente. Il investira ensuite dans Tesla, SpaceX et dans l'échec de SolarCity. Elon prétend à tort qu'il est le fondateur de Tesla. Tesla fut fondé en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard, qui ont développé le Roadster Tesla. Quand Tesla Motors commença à chercher des investisseurs, ils se rapprochèrent d'Elon Musk, qui avait la fausse crédibilité du fondateur de PayPal. Musk les rejoignit à la condition qu'il soit le président du conseil d'administration. Dans des emails, Musk était contrarié de ne pas être crédité pour Tesla Motors et s'est attaqué à Martin Eberhard, le remplaçant comme CEO. Il le força ensuite à quitter la société, puis réécrit toute son histoire afin d'en être lui-même le cofondateur originel. Il avait été promis à Martin Eberhard, l'homme à l'origine du Roadster Tesla, qu'il recevrait le premier Roadster de la chaîne de montage, mais Musk l'a entubé sur ce point aussi et a envoyé cette voiture dans l'espace. On peut voir que c'est vrai, tellement ça a l'air faux, honnêtement. Donc, qui est Elon Musk? Elon décrit son père comme étant un homme malveillant et violent. Son père, Errol Musk, a été accusé d'être un pédophile. Il a eu un enfant avec sa belle-fille, qui a 42 ans de moins que lui. Ce petit raté gâté et narcissique, fils d'un pédophile présumé, veut mettre des puces électroniques dans le cerveau de tout le monde pour que nous puissions fusionner avec l'intelligence artificielle. Sa petite amie se vante maintenant que tout cela peut mener à une utopie communiste. Et curieusement, l'ancien nazi et directeur de la NASA, Werner von Braun, a prédit qu'un homme appelé Elon conquerrait Mars dans le roman qu'il a écrit en 1952. Ce qui est étrange, car la NASA s'est associée à SpaceX pour travailler à la colonisation de Mars. Elon Musk, comme tout ce qui existe dans la société moderne d'aujourd'hui, est une fraude, un faux génie, tout comme le faux philanthrope Bill Gates et ses faux vaccins, qui vous sont présentés par les fausses nouvelles.
Voici un conseil de pro pour traiter avec les médias grand public et toute la culture populaire. Supposez que c'est un mensonge et recherchez tout. C'était Greg Reese pour Infowars.com. Bon, cette vidéo de Greg Reese que vous venez de voir, dont je précise qu'il représente l'opposition contrôlée, dans la mesure où il fait partie de l'équipe Infowars, la marque commerciale d'Alex Jones, est incomplète. Il faut d'abord préciser qu'Elon Musk est juif par sa mère, May Musk, née Haldeman, dont je vous laisse apprécier l'excentricité satanique sur ces images. Telle mère, tel fils, pourrait-on dire, car le petit Elon aime aussi les attributs du diable. On le voit ici à une soirée Halloween en octobre dernier, portant un costume de Baphomet. Cet homme qui fait croire aux naïfs que SpaceX et Starlink sont une réalité de l'espace intersidéral, alors qu'il ne s'agit que de CGI pour l'un et de ballons à hélium pour l'autre. Et j'en veux pour preuve ces deux vidéos ITV que je vous propose de voir ou de revoir. Cet homme, donc, vient de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, sous la bannière du free speech, et tous les fanboys de se réjouir du retour de la liberté d'expression sur ce réseau social qui n'est qu'un outil de contrôle digital des masses, et qui va le devenir davantage, si l'on en croit ce qu'a déclaré Musk au sujet de Twitter. Je veux rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en battant les robots spammers et en authentifiant tous les humains. En authentifiant tous les humains, tiens, ne serait-ce pas là l'identité numérique unique tant souhaitée par les contrôleurs? Ce tatouage digital assigné à chaque être humain sans lequel il ne pourra plus rien faire? Et en premier lieu, aller sur Internet de manière anonyme? Et si l'on rajoute l'implant cérébral Neuralink, grand délire transhumaniste du petit Elon, il n'y aura finalement plus d'êtres humains, mais des humanoïdes complètement décérébrés et contrôlés. Inutile de vous dire que les 44 milliards de dollars ne viennent pas de sa poche. Ce bouffon high-tech n'est qu'un frontman, un faux prophète, qui sert à faire avancer l'agenda du nouvel ordre mondial, tout comme les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, les Bill Gates et autres dirigeants de Google. Cet argent vient très probablement des banquiers juifs de la City de Londres. Les liens de Musk avec Israël et les juifs puissants ne datent pas d'hier. Les relations étroites de Tesla avec la technologie israélienne remontent à de nombreuses années. Et cette technologie de conduite autonome est 100% juive, provenant de la société israélienne Mobileye. Musk a des contacts étroits et de haut niveau en Israël, ayant rencontré Netanyahou dans sa résidence privée à plus d'une occasion. On peut aussi ajouter qu'en 2008, Musk était un jeune leader global du Forum économique mondial. Bien que Musk soit déterminé à faire disparaître cette information d'Internet, le fait qu'il ait été affilié au Forum économique mondial ne devrait pas être une surprise. Musk partage de nombreux objectifs néfastes de Klaus Schwab, juif lui-même, notamment l'implantation de micropuces dans les enfants et de puces dans les cerveaux humains. En conclusion, les amis, je dirais que le fruit ne tombe jamais très loin de son arbre. Le petit Elon, A-L-O-N en hébreu, est un circoncis au 8e jour, dont l'excentricité n'a d'égal que sa loyauté envers Satan, le dieu du judaïsme. Merci de votre attention. Meilleurs vœux à vous toutes et tous pour cette nouvelle année. Et à très bientôt sur ITV. ODD-TV. Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, était franc-maçon et membre de la Société royale et proposa pour la première fois la théorie de l'évolution en 1794 dans le livre Zoonomia. Erasmus suggéra que toute forme de vie avait évolué à partir d'un ancêtre commun qui, avec le temps, avait formé cette ramification d'espèces que nous constatons aujourd'hui. Charles Darwin, également membre de la Société royale, reprit ce que son père avait laissé inachevé et continua de peaufiner la théorie de l'évolution. Mais faisons un petit retour en arrière. Qu'est-ce que la Société royale?
La Société royale est une institution pseudo-scientifique fondée en 1660 par les francs-maçons afin de répandre une propagande favorisant davantage la classe dirigeante. Et la classe dirigeante voulait supprimer la notion de divinité de notre histoire. Avant l'avènement de la British Royal Society, la science, qui étudie les phénomènes, et la théologie, qui étudie la divinité, étaient inséparables. Dans les années 1700 et 1800, les scientifiques avaient généralement une profonde croyance en Dieu et cherchaient réponse à leurs problèmes sous l'angle de la création. Mais la British Royal Society commença à propager non seulement la théorie héliocentrique, celle de la gravité, celle de la relativité, mais aussi celle de l'évolution. Toutes ces théories n'ayant qu'un but, éradiquer la divinité de la pensée des hommes, des femmes et des enfants partout. Si la théorie héliocentrique et celle de l'évolution étaient vraies, alors la Bible perdrait sa crédibilité dans de nombreux domaines. Regardons un extrait d'un documentaire de PBS appelé « Évolution ». Toute contribution à l'histoire naturelle, issue des écrits de Charles Darwin, est certaine d'attirer l'attention. Sa dernière publication, L'origine des espèces, semble être l'opus dont il veut manifestement se parer pour construire sa célébrité. M. Darwin affirme que toute forme vivante, chaque poisson, plante, champignon, mouche, éléphant, homme, navet, sont tous les descendants millénaires d'un seul et même ancêtre commun. Une telle notion est absolument incompatible avec la parole divine. L'homme est fait à l'image du divin et ne peut se racheter qu'auprès du Fils éternel. La sélection naturelle est une théorie ingénieuse visant à nier la création et par conséquent l'existence même d'un créateur. Voilà comment c'est arrivé. Revenons à Darwin et à son livre L'origine des espèces qui fut publié en 1859 et qui finira par populariser la théorie de l'évolution. Selon le darwinisme, les monocellules finissent par évoluer en invertébrés, des créatures sans squelette comme les méduses, puis en poissons, ensuite en amphibiens, à nouveau en reptiliens, et enfin en mammifères. Darwin nous dit que cela s'est produit grâce à l'adaptation des créatures à leur environnement. Si, comme l'affirment les partisans de l'évolution, les bactéries ont évolué avec succès en vertébrés, en poissons, en amphibiens, en reptiliens et en mammifères, alors cela a dû se produire au travers d'innombrables étapes de transition. Réfléchissez une minute. Un poisson devenant une créature terrestre, donc devant transformer ses nageoires en pattes, cela requiert de nouveaux os, de nouveaux muscles, de nouveaux nerfs et pour s'adapter à la vie terrestre, un nouveau système respiratoire. Comme cela s'est soi-disant produit par la mutation chanceuse, qui est un événement très rare, une quantité massive d'animaux a dû vivre et périr pendant les périodes intermédiaires. Donc où sont les preuves de ces transitions? Parmi les bactéries, les invertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les mammifères, il y a des milliers d'espèces, mais aucune espèce de transition entre ces groupes d'espèces. C'est une des raisons pour lesquelles Carl Linnaeus, le père de la taxinomie, méthode de classification des êtres vivants, était partisan du créationnisme. Les évolutionnistes tentent d'expliquer ce fait en disant qu'ils ont tous disparu. C'est plus pratique que de dire qu'ils n'ont pas de preuves. Une raison plus logique de leur absence serait qu'elles n'existent tout simplement pas. Je suis là pour dire à mes amis, il est temps d'arrêter de croire n'importe quoi. Juste parce qu'un enfoiré vous dit n'importe quoi avec un regard franc. On est trop vieux, on est trop futé, on est trop super cool pour croire à ces conneries qui n'ont aucun putain de sens. Vous tous aussi croyez à l'évolution, qui est totalement stupide, enfoiré de bordel de merde. L'évolution nous dit que l'homme vient du singe. Et la question c'est, alors pourquoi y a-t-il encore des singes, pauvres idiots congénitales? Ils sont tous retardés? C'est juste qu'ils ne sont pas encore devenus humains?
Dégagez-moi cet empaffé d'ici. Donc, avec tous ces couacs dans la théorie de l'évolution, il est facile de comprendre pourquoi, au début, les gens n'y croyaient pas. Voici Thomas Henry Huxley, franc-maçon et membre de la Royal Society, connu comme le bulldog de Darwin pour sa défense féroce de la théorie de l'évolution. Son incessant combat pour celle-ci contribua à la familiariser aux yeux d'un vaste public. À partir de là, les Darwin et les Huxley établirent une relation qui allait transcender les futures générations. Une fois de plus, la plupart des membres de ces familles sont francs-maçons et membres de la Royal Society, qui fut créée par les francs-maçons. Pour le cas où vous seriez ignorant de qui sont les Huxley, regardons rapidement ce que dit Wikipédia. La famille Huxley est une famille britannique dont plusieurs membres ont excellé dans la pratique scientifique, la médecine, les arts et la littérature. La famille comprend également des membres ayant occupé des postes de hauts fonctionnaires dans la fonction publique. Le patriarche de la famille était le zoologiste spécialiste en anatomie comparative Thomas Henry Huxley. Les petits-fils de Thomas Henry Huxley comprennent Aldous Huxley, auteur des livres Le meilleur des mondes et les portes de la perception, son frère Julian Huxley, évolutionniste et premier directeur de l'UNESCO, puis Andrew Huxley, prix Nobel de physiologie. Donc, comme vous le voyez, ces deux seules familles, les Darwin et les Huxley, ont eu une immense influence sur la société. Jetons un œil sur le travail de Aldous Huxley, plus particulièrement son livre « Le meilleur des mondes », publié en 1932, où les humains ne naissent plus mais sont clonés et couvés dans des incubateurs pour remplir des fonctions prédéterminées dans une société de servitude corporatiste et globalisée. C'est en train d'arriver à grands pas, mais il y a un passage dans le livre que je veux mettre en évidence. Les anciens dictateurs ont échoué car ils étaient incapables de fournir à leurs sujets suffisamment de pain, suffisamment de cirque, suffisamment de miracles, de mystères. Sous une dictature scientifique, l'éducation sera vraiment efficace, dans le sens où chaque homme, chaque femme apprendra à aimer sa servitude et n'aura jamais l'idée de se révolter. Il ne devrait y avoir aucune raison valable indiquant qu'une telle dictature puisse un jour être renversée. Cela suffit à nous donner des indices sur ce que pensaient les Huxley et les Darwin. Je vous recommande la lecture de ce livre. Ce ne sont pas seulement des prophéties, mais des prophéties planifiées, si cela peut avoir un sens. En d'autres termes, elles ne sont pas naturelles, elles se réalisent au forceps. Le lecteur pourrait penser à la lecture de ce livre que tout ceci se déroule naturellement, mais cela a toujours été le plan de la classe dirigeante. Maintenant, tournons-nous vers son frère, Julian. Julian Huxley était un défenseur notoire de l'eugénisme, la science consistant à déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et par là même d'améliorer la race humaine. Dans son livre de 1933, L'importance vitale de l'eugénisme, Julian Huxley soutient que le but principal de l'eugénisme à court terme devrait être de s'assurer que les malades mentaux ne puissent avoir d'enfants. Il a plaidé, en particulier, pour la prohibition du mariage de gens physiquement inaptes, pour l'isolement des institutions traitant des individus dégénérés, pour leur stérilisation, et ce n'est pas vraiment tout. Mais j'essaye de rapidement vous familiariser avec son travail, parce que ça devient terrible. Après avoir été le premier directeur général de l'UNESCO, le think tank Illuminati des Nations Unies, en 1955, Huxley publia UNESCO, son but et sa philosophie. Ce manifeste trace les contours des grands objectifs de cette organisation nouvellement établie, ainsi que la position d'Huxley quant à la manière de les mettre en œuvre. Il prétendait que les objectifs de l'UNESCO étaient la paix et la sécurité internationale, la collaboration entre les nations et le bien-être de l'homme, précisant que ceci ne pourrait être atteint que si les individus poursuivaient la voie nécessaire à l'amélioration de la race humaine dans son évolution. Ce n'est pas tout. Julian Huxley a également inventé le terme transhumanisme. Dans un recueil d'essais qu'il publia titré New Bottles for New Wine, il écrivit « Je crois au transhumanisme. Une fois qu'il y aura suffisamment de gens pour penser la même chose, l'espèce humaine sera alors au seuil d'une toute nouvelle existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre peut l'être de l'homme de Pékin. Au final, sa vraie destinée s'accomplira sciemment. »
Et nous y voilà. Ces deux familles de la classe dirigeante ont ourdi ce plan, cet agenda depuis très longtemps. Et il y a de multiples autres personnes, d'autres familles, d'autres groupes secrets. Nous n'en citons ici que deux. Et leurs plans sont endémiques et constamment mis en œuvre. Bien avant la présence des médias comme outil servant à nous programmer, il y avait des institutions comme la Royal Society pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Nous n'avons qu'à regarder la télé, regarder la programmation qu'ils nous délivrent. Et la frontière entre rêve et réalité est de plus en plus floue. Pourquoi aucun scientifique n'a jamais parlé haut et fort sur l'impossibilité de l'évolution? La réponse est simple. Les scientifiques qui prétendent que les faits observés ne supportent pas la théorie de l'évolution sont immédiatement appelés créationnistes, expulsés des cercles scientifiques et blacklistés pour toute embauche universitaire ou même tout projet scientifique gouvernementaux. J'ai entendu des gens dire qu'ils ne voulaient pas publier leur papier exposant un désaccord, car toute leur carrière en dépendrait. Si on est parano, on se dit qu'il y a une conspiration. Quoi que cela puisse être, il y a beaucoup de résistance à publier un désaccord. Ils ont peur. Ils en perdraient leur travail. Ces gens ne diront jamais rien de critique sur le modèle héliocentrique, sur l'évolution. Ces scientifiques n'ont finalement qu'une chose à faire, de suivre ce qui a déjà été préparé pour eux, de suivre les théories qu'on leur a concoctées. Nous savons tous que qui que ce soit remet en cause le discours mainstream, est moqué, ridiculisé, disgracié. Et ça, c'est absolument insupportable. Cela doit changer. C'était ODD TV. Merci de votre attention. Vidéo truquée des années 40. Montage vidéo d'une bombe factice, avec nuages indestructibles ignorant l'onde de choc. Les images du ciel viennent couvrir celles d'une explosion de dynamite. Les nuages ne perdent jamais leur forme. Regardez les deux plus gros nuages en bas à gauche. Même nuages indestructibles. Dum, dum, dum. Promotion du culte de l'arme suprême dans les bandes dessinées, les films et autres médias dans les années 20 et 30. Efficace arme de propagande que fut le show radiodiffusé d'Orson Welles, La guerre des mondes, en 1938. Il est temps d'ouvrir la boîte de Pandore des coups médiatiques. Le 14 août, le gouvernement japonais accepte les termes amers d'une capitulation inconditionnelle. La guerre atomique a rendu la résistance futile. On n'est pas vraiment sûr de ce qui s'est passé. On est content que la guerre soit finie, mais je ne suis pas sûr que tout le monde croit à cette histoire de bombe atomique. Je pense qu'il y a un genre de propagande déguisée qui a fourni aux Japonais une bonne excuse pour capituler. Peut-être que les Japonais nous ont-ils accusés de larguer des bombes, et nous avons joué le jeu. Il n'y a aucune grande célébration. Bon, maintenant, il faut se tourner vers le Japon. Le premier vaisseau portugais a débarqué à Nagasaki. Une tempête l'y força. Et il y avait des jésuites à bord. Sans cette tempête, ils ne s'y seraient jamais engouffrés. C'est une histoire bizarre. Ensuite, les jésuites ont fait de Nagasaki un bastion, puis ils en ont créé un autre plus au nord, à Hiroshima. Ensuite, la monarchie bouddhiste japonaise réalisa 4 générations plus tard ce qui se passait, qu'ils en faisaient un levier politique et pas, là encore, ce n'était pas du tout pour amener plus de gens à l'office du dimanche, non, pas du tout, ce n'était pas leur plan. Ça, c'était plutôt secondaire. Tout l'objectif était politique. Et ils ont fait croire qu'ils expulsaient les jésuites. Ils en ont tué quelques-uns
quelques-uns, mais il y avait déjà une telle influence à cette époque que c'était trop tard. Donc c'était beaucoup plus une posture qu'autre chose. S'ils avaient vraiment dû faire une purge, ils auraient eu à tuer des milliers de Japonais en permanence. Non, ils ont juste arrêté une quarantaine de jésuites et l'influence est restée intacte. Puis-je être humblement en désaccord avec vous sur ce point, dans l'intérêt de ceux qui nous écoutent? C'est dans mon bouquin. J'explique qu'ils ont effectivement tué 20 ou 25 jésuites, Nick. Ils ont été crucifiés et en exécution publique. Quand Ieyasu expulsa les jésuites en 1614, ce fut considéré comme final, mais ils ont dû en arriver au point d'empêcher toute entrée au Japon jusqu'en 1639. Et les seuls qu'ils autorisèrent à accoster dans leur port furent les protestants hollandais, grâce à Will Adams, car Will Adams était le capitaine anglais du navire des protestants hollandais, qui avertit l'empereur de la présence jésuite et amena les Anglais à affronter les Portugais dans une grosse bataille navale, où je pense que près de 30 000 Japonais furent tués. Grande bataille. Et autant que je sache, il semble que les jésuites furent gardés à l'écart pendant plus de 200 ans, jusqu'à ce que le Commodore Perry et sa flotte de bateaux à canon arriva en 1854 et força l'entrée au Japon des Anglais et des Américains. Et c'est à cette époque que le shogunat Tokugawa fut renversé en 1867, parce qu'il représentait l'ennemi abject des jésuites. Ils ont dû tous démissionner, et ils ont tué l'empereur Komi, car l'empereur Komi, qui n'avait que 36 ans, déclara qu'aucun homme blanc, aucun étranger ne pouvait entrer dans le pays, et il fut assassiné, et son fils de 14 ans, Meiji, prit sa place, et régna pendant 40 ans. Donc d'après les faits, je pense que cette expulsion du Japon était légitime. Maintenant regardez la terrible punition qu'a subie la population japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le déluge de feu, la détonation d'engins nucléaires au sol. Je dirais, c'était une destruction totale de leur culture afin de reconstruire derrière une colonie commerciale pour les jésuites. Oui, et c'est aussi parce qu'ils ont résisté à toute forme de système bancaire, contrairement à la Chine, où quand ils sont arrivés, malgré la présence de certains empereurs, il y avait toujours une réelle activité bancaire pratiquée par le Vatican en Chine. En fait, ils ont résisté tant qu'ils ont pu en Chine. Et je crois qu'une des clés de l'explication est qu'une fois leur influence suffisante, ils en jouaient pour répandre la crainte auprès de Hirohito à la fin des années 1800. Ils disaient qu'il fallait moderniser, en quelque sorte, et supprimer progressivement les samouraïs en tant que force militaire au Japon. Et encore une fois, je pense que ça, c'est une des principales raisons. Si vous regardez l'histoire de l'influence des jésuites dans leur capacité à les armer, maintenant le Japon était prêt. Et là encore, c'est là où on a les plus grosses influences des jésuites, à Nagasaki et Hiroshima. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est là où, je cite, les bombes, fin de citation, ont explosé. On a discuté de ça avant. Et maintenant, ce dont on a déjà beaucoup parlé, il faut le dire, il y avait des bombes déloyales dans les avions de la flotte américaine. Ils les ont lâchées avec du magnésium et de l'uranium dans les bombes elles-mêmes. Mais ils ont créé un énorme souffle. Mais le gros champignon que l'on voit ce jour-là est le résultat d'un appareil à impulsion électromagnétique placé au sol dans les deux bastions jésuites, Hiroshima et Nagasaki, qui explosa vers le haut. Et vous avez les 8 jésuites à 8 pâtés de maison de Ground Zero, émergeant d'un bunker et expliquant que s'ils ont survécu, c'est parce qu'ils priaient la Vierge Marie. C'est vrai, c'est vrai. Et même Malachi Martin en parle dans son livre The Jesuits' Betrayal of the Catholic Church. Ils sortent de Ground Zero indemnes, aucune radiation, bien sûr attribuée au miracle de la Vierge Marie. Et pour ça, en fait, pour ce fait, Pedro Arrupi, qui y était et supervisait l'ensemble, devint un général jésuite en 1965. Ouais, ça c'est intéressant. Ça ne s'arrête jamais. Nous sommes en 1938, au bord de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il est subitement mandaté comme missionnaire au Japon.
Déjà multilingue, Harupi se plonge dans l'étude du japonais et dans une mission continue de rapprochement culturel. Je dois dire qu'à ce moment-là, je ne me suis pas focalisé sur l'aspect transcendant de l'expérience de cette mission, mais plutôt sur certains aspects négatifs personnels. La découverte d'une réalité différente de ce que j'attendais, et par-dessus tout, le sentiment de solitude. Et j'ai ressenti une plus grande solitude encore quand je suis allé à Obi, à 21 heures de train de Tokyo, pour ma première mission, malgré la pauvreté de mon japonais. Un autre événement important fut mon emprisonnement d'1 mois à Yamaguchi. Le Japon était en guerre et je fus soupçonné d'espionnage. J'ai passé des jours et des nuits complètement seul dans la froidure de décembre. J'ai appris beaucoup de choses durant cette période. La science du silence, de la solitude, d'une pauvreté sévère et austère, du dialogue intérieur avec mon âme. Le 6 août 1945 commence comme une matinée banale pour Harupi et ses jeunes étudiants jésuites dans la banlieue d'Hiroshima. Le bruit de moteur d'un avion approchant n'est pas particulièrement menaçant. Ils sont habitués au bruit d'armadas d'avions au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, il n'y a pas de sirène pour sonner l'alerte. Donc le 6 août 1945, quand la première bombe atomique est tombée sur Hiroshima, Harupi et son groupe sont juste au bord des limites de la ville. Ils l'ont entendu. Ils ont fui la maison, ils ne comprenaient pas. Le destin d'Harupi et de ses novices fut filmé plus tard, pour l'histoire, par le gouvernement US. Entre le point zéro et le bâtiment des novices jésuites se trouvait une colline qui a servi à atténuer l'intensité du souffle. Mais en dépit de cela, les fenêtres et les portes du foyer principal furent éparpillées et le faux plafond fut soufflé par la force de l'explosion, pourtant éloigné de 6 kilomètres. Un groupe de jésuites qui enseignaient à Hiroshima furent témoins et survécurent à l'explosion, l'un d'entre eux témoignant même directement. Je suis le père Johan Simes, professeur de philosophie à l'Université catholique de Tokyo, qui est sous la responsabilité des pères jésuites. Que faisiez-vous à Hiroshima au moment de l'explosion? Ma classe de philosophie et moi avons été évacués de Tokyo vers Hiroshima il y a à peu près 5 mois. J'étais avec ma classe dans le bâtiment d'études de la banlieue d'Hiroshima. Pouvez-vous décrire ce qui s'est exactement passé le matin du 6 août? J'étais dans ma chambre, qui fait face à la vallée, et soudainement, j'ai vu une lumière, comme une lumière de magnésium, une lumière flash, qui remplit toute la vallée. Et en regardant à la fenêtre pour comprendre la raison de ce phénomène singulier, je ne vis rien d'autre que cette lumière. Et en me tournant vers la porte de ma chambre, j'ai entendu un crash, peut-être 10 secondes après avoir vu la lumière. Et immédiatement, je fus couvert d'éclats provenant du cadre de la fenêtre et de verre qui se plantaient dans le mur, mais en fait aussi dans ma chair. Après un moment, on a vu une procession de gens venant de la banlieue et remontant la vallée. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, blessés, surtout sur les parties exposées, comme les mains, les pieds, le dos. Ils sont arrivés au bâtiment et on a fait ce qu'on a pu, mais il n'y avait pas beaucoup d'aide à fournir. Quelle est votre opinion sur les rumeurs qu'une radioactivité mortelle émane des ruines de la ville? Bien, je pense que ce n'est qu'une rumeur, parce que moi-même et d'autres avons œuvré dans la ville elle-même pendant plusieurs heures juste après l'explosion, et nous n'avons ressenti aucun effet nocif. Dans les années qui suivirent, Harupi fut convoqué de nombreuses fois pour raconter son histoire, à commencer par les reporters des journaux US et les enquêteurs militaires.
Soudainement, nous vîmes une lumière aveuglante comme un flash de magnésium. On entendit une formidable explosion. Après environ 15 minutes, nous remarquions une fumée dense s'élevant de la ville. Grimpions ensuite la colline pour une meilleure vue, pour constater devant nous Hiroshima dévastée. Le père Arupé, il a été le favori, ayant été le témoin de la matinée de cette première bombe atomique. Je n'oublierai jamais ma première vision de ce que fut le résultat de la première bombe atomique. Je crois que c'est fondamental. Je commence ma biographie au moment où la bombe est tombée sur Hiroshima, et il est là, en dessous. Et cette explosion spirituelle en lui, au moment où il voit l'horloge publique s'arrêter à 8h15, l'énorme énergie qui en résulte l'aidera à soigner les 150 malades qui arriveront à son hôpital grâce à une bouteille d'acide burique qu'il trouve. Assurément, c'était dans ces moments de tragédie que nous sentions Dieu le plus proche. Et cela semble l'avoir beaucoup marqué. Et ce genre de sentiment d'avoir approché la fin du monde, d'être là, assistant à un des événements les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Oh, encore une prune. Il n'y a même pas 5 minutes. Oh, comment cette journée peut être pire? Oh my God. Voici ce que j'ai appris sur la Libye et son leader Mouammar el-Kadhafi. En 1951, la Libye était parmi les pays les plus pauvres au monde. Avant l'invasion orchestrée par l'OTAN, la Libye bénéficiait du plus haut standard de vie de toute l'Afrique. Un standard de vie plus élevé que celui des Russes, des Brésiliens et des Saoudiens. Dans ce pays, le logement était considéré comme un droit humain. Les jeunes couples mariés recevaient 50 000 $ du gouvernement pour acheter une maison. Et l'électricité était gratuite pour tout le monde. Je n'invente rien. Kadhafi fit le vœu de loger décemment chaque Libyen avant ses propres parents. Vœu qu'il réalisa par la suite alors que son père mourut avant qu'il ne puisse disposer d'un logement convenable. Avant Kadhafi, moins d'un cinquième de la population libyenne savait lire. Il instaura l'éducation gratuite et de bonne qualité et fit grimper le taux de lettrés à 83%. Le système de couverture médicale était gratuit et également de bonne qualité. Et si les Libyens ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds en termes d'éducation et de soins médicaux sur place, le gouvernement les finançait pour y accéder à l'étranger. Tous les prêts étaient à 0%. L'usure était interdite par la loi. Le gouvernement finançait aussi, à hauteur de 50%, l'achat d'une voiture neuve. Le prix de l'essence était de 14 cents le litre. Tout Libyen souhaitant devenir fermier se voyait offrir l'utilisation sans loyer d'une parcelle de terre, une maison, du bétail et des semences.
Le 1er juillet 2011, 1 700 000 personnes se rassemblèrent au Square Vert à Tripoli pour exprimer leur défiance face au bombardement de l'OTAN. Ce chiffre représentait environ 95% de la population de Tripoli et environ un tiers de la population totale de ce pays. La banque centrale libyenne était contrôlée par l'État, contrairement à toutes les banques occidentales qui sont contrôlées par les Rothschild, et celles-ci procuraient de l'argent sans intérêt. Dans les années 90, la Libye fut accusée d'être responsable de l'explosion du vol Panam 103 au-dessus de Lockerbie. Il a été dévoilé que les US ont payé jusqu'à 4 millions de dollars chaque témoin pour témoigner contre les Libyens. Témoignages sur lesquels ils se sont depuis rétractés. Kadhafi préparait également la fin des paiements en dollars du pétrole libyen pour installer le dinar africain en or. Cette décision fit déclarer à Sarkozy, le bouffon circoncis au 8e jour, que la Libye était une menace pour la sécurité financière de l'humanité. Le premier acte des rebelles libyens fut la création d'une nouvelle banque centrale à partir de celle contrôlée par les Rothschild. Il est estimé que cette famille détient la moitié de la richesse mondiale. Leur banque fabrique de l'argent à partir de rien et pratique l'usure. C'est le principe de la dette et de son asservissement au remboursement des intérêts de l'emprunt transmissible à la descendance. À l'inverse de Cameron, d'Obama, de Sarkozy et compagnie, Kadhafi refusa de vendre son peuple. La Libye n'était donc pas esclave de sa dette. Et son peuple en était conscient et lui faisait savoir. Commencez-vous à comprendre pourquoi l'OTAN a détruit ce pays libre et souverain? Les Libyens disposaient d'avantages inexistants à l'ouest. Ils avaient un leader intègre et courageux qui préservait leurs intérêts et non ceux des Rothschild. Les Libyens profitaient de la richesse de leur pays, à l'écart du système usurier, libérés du poids des intérêts bancaires outrageux que cette horrible famille impose. Sans celle-ci et la tyrannie de son contrôle sur l'émission de toute monnaie, les peuples vivraient bien mieux. Car il faut comprendre que des trillions de dollars, d'euros, de livres sterling leur ont été dérobés par les banquiers et les politiciens corrompus du système d'asservissement en place. Tout comme la Libye finira malheureusement par l'être. On estime à 30 000 le nombre de Libyens assassinés par l'OTAN et ses nervis. Kadhafi était un partisan de la démocratie directe, comme expliqué dans son manifeste « Le Livre Vert ». Je vous mets un lien en description vers la version française de ce livre. Merci de le lire. Kadhafi pensait que la démocratie parlementaire était intrinsèquement corrompue et que le peuple pouvait et devait se représenter lui-même. J'ai moi-même cru à tous les mensonges colportés sur cet homme, et la lecture de ce livre m'a stupéfait. Et il m'est maintenant devenu impossible d'assister passivement à la diabolisation, la destruction d'individus, de groupes, de nations par nos gouvernements criminels. Puis à leur protection orchestrée par les médias, alors qu'ils sont les vrais responsables de crimes contre l'humanité.
Je refuse de continuer à payer quelque impôt que ce soit à ces psychopathes. Ces impôts financent leurs bombes, financent la mort. Arrêtez de les payer. Arrêtez de financer cette propagande. Ne payez plus votre taxe audiovisuelle. Aujourd'hui, l'histoire se répète avec la Syrie. Nous devons être solidaires de ce peuple. Si nous continuons d'être passifs, cela fera de nous des complices. Et un jour, cela nous arrivera. Fuck l'OTAN. Fuck l'ONU. Fuck le nouvel ordre mondial. Il est plus que temps d'agir. Il est plus que temps de prendre son courage à deux mains et de se révolter. Bonjour les amis, comment allez-vous? Un bref rappel avant d'aborder le sujet du jour. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la partie description qui vous expliquera les causes de la fermeture du site d'ITV. Nous travaillons à sa réouverture, n'en doutez pas une seconde. Le sujet du jour est une insanité de plus. Mais celle-ci, comme je l'ai souvent répété, est la plus insidieuse, la plus dévastatrice pour l'humanité que notre Créateur s'est efforcé de produire. Il s'agit d'une pétition lancée par le site Life Petitions, la principale plateforme de pétition au service exclusif des communautés pro-vie et pro-famille, et dont vous trouverez le lien en description. Cette pétition est une réaction à une récente vidéo sortie par la société Coca-Cola, faisant la promotion du transgenderisme et de l'homosexualité auprès des adolescents sur son marché argentin. Il y a bien le logo Sprite qui apparaît, ainsi qu'une bouteille et une canette de la boisson gazeuse, mais la publicité porte davantage sur la promotion du transgenderisme et de l'homosexualité auprès des adolescents que sur tout produit commercial. The Coca-Cola Company, qui possède Sprite, est un récidiviste connu de ce type de corruption sexuelle et d'impérialisme culturel. L'été dernier, l'entreprise a lancé une campagne publicitaire suggestive en Hongrie pour promouvoir l'homosexualité, et qui a été largement rejetée par le public. Mais cette nouvelle campagne n'est pas suggestive, elle est plutôt totalement perverse. Ce qui rend cette campagne si dramatique, c'est que le storytelling attaque activement le tissu de la vie familiale. En moins de 2 minutes, il décrit comme acceptables des pratiques que la plupart des familles trouveraient totalement inacceptables. L'annonce est pleine de séquences racontant des histoires courtes sur la façon dont les jeunes, en pleine confusion du genre, ainsi que des homosexuels, se préparent avant de se rendre à la Gay Pride locale à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Les séquences sont toutes choquantes parce qu'elles montrent surtout des membres hétéros de la famille qui encouragent d'autres membres de cette même famille dans leur perversité. Une séquence montre une mère appliquant un eyeliner sur les yeux de son fils avant le défilé. Une autre montre grand-mère aidant son petit-fils à ressembler à un drag queen ou une drag queen avec un bikini argenté et une perruque aux cheveux bleus. Une autre encore montre 2 adolescentes lesbiennes rencontrées dans l'une des maisons familiales par un jeune frère et une jeune sœur qui leur donnent avec amour un drapeau arc-en-ciel avec un grand cœur peint au milieu. Étonnamment, une séquence montre même une jeune fille en train de se compresser les seins à l'aide d'un carcan avant d'aller à la marche. Sa sœur ou son amie resserre en fait le lien de ce carcan. Et dans la dernière séquence de la vidéo, une mère et un père regardent avec nostalgie leur jeune fils adolescent et son petit ami disparaître, marchant main dans la main, rejoignant la Gay Pride. Et pendant que le père regarde,
Ces mots que je vous ai traduits apparaissent à l'écran. Fierté, ce que l'on ressent quand quelqu'un que l'on aime choisit d'être heureux. Mais aucune quantité de drapeaux arc-en-ciel et aucune quantité de déguisement ne peut cacher le fait que le transgenderisme et l'homosexualité ne mènent pas, finalement, au vrai bonheur. Des études indiquent que le taux de suicide chez les personnes sexuellement confuses est 6 fois plus élevé que dans l'ensemble de la population. C'est donc une forme arrogante et dangereuse d'impérialisme culturel qui cherche à pousser ce genre de corruption et de déviance sexuelle sur les peuples des divers pays du monde. Il faut y résister. Et dans la mesure du possible, la compagnie Coca-Cola doit être montrée du doigt et dénoncée pour ce qu'elle est, le bras armé de cet impérialisme culturel. Utiliser la famille et les enfants pour promouvoir la perversion sexuelle est à peu près le niveau le plus bas qu'une entreprise puisse jamais atteindre. En société civilisée, nous appelons cela la maltraitance des enfants. Veuillez signer cette pétition qui demande à la Coca-Cola Company de retirer cette publicité scandaleuse sur les transsexuels adolescents et de mettre fin à sa tentative de corrompre sexuellement l'Argentine en encourageant le transgenderisme et l'homosexualité des adolescents. Cette pétition, qui est également adressée à la conférence épiscopale argentine et aux nonces apostoliques en Argentine toujours, leur demande de s'élever fermement contre ce type d'impérialisme culturel de déviance sexuelle envahissant et corrupteur. Voilà les amis, je vous laisse maintenant le soin de visionner cette campagne et de décider si vous croyez utile de signer cette pétition et de partager et commenter cette vidéo. Restez à l'écoute sur ITV BitChute jusqu'à la réouverture du site ITV qui interviendra le plus vite possible, je vous le garantis. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the rain, walk on with hope in your heart, and you never walk L'immigration illégale de masse qui s'abat sur l'Europe depuis 2011, début du conflit syrien, et qui s'ajoute aux précédentes, que chaque pays est sommé d'accueillir au nom de la charité chrétienne, est une gigantesque manipulation visant à supprimer l'existence de la population blanche de la surface de la Terre par le truchement de la démographie en découlant à long terme, ainsi que de sa religion principale, le christianisme. En ouvrant les frontières à ces populations massives de gens fuyant leur pays en guerre, guerres au prétexte frauduleux, de gens dont la religion principale est l'islam, et en les intégrant de force dans des sociétés dont la culture est chrétienne, tout en faisant croire à leur peuple par une rhétorique mensongère qu'ils vont s'intégrer, les gouvernements occidentaux sont parfaitement complices de cette destruction en cours. Et je ne parle même pas de ce que cela coûte aux contribuables européens dont le niveau de vie est en train de drastiquement chuter. Comprenons-nous bien, l'Europe a eu dans son histoire besoin de l'immigration et elle ne s'est pas privée de l'utiliser. Beaucoup de ces migrants se sont parfaitement intégrés depuis,
se convertissant ou non au christianisme d'ailleurs. Mais le fait est qu'un grand nombre d'entre eux ne s'est jamais intégré complètement, ni même pas du tout, créant des communautés qui vivent entre elles et ne se mélangent pas, et souvent, ces communautés sont très religieuses et pratiquent un islam plutôt modéré. Cependant, si l'on étudie un peu la question, on se rendra vite compte qu'un vrai prosélytisme agressif semble être à l'œuvre, tant au niveau social qu'au niveau de la narration officielle, et que cet islam modéré en façade cache en fait un islam intégriste, prenant entre autres lois coraniques celle de la charia. Comprenons également qu'un des objectifs des kabbalistes est de provoquer une nouvelle guerre de religion en Europe entre l'islam et le christianisme, afin de pouvoir présenter l'antéchrist comme l'ultime sauveur de l'humanité. Cette guerre de religion sera une guerre civile. Aujourd'hui, ce sont les volumes qui précipitent les choses. C'est pourquoi nous assistons depuis 6 ans en Europe à des vagues d'immigration successives et massives de réfugiés de guerre dont l'origine est frauduleuse comme je l'ai dit, dont on remarquera quand même aussi sur certaines photos l'absence quasi totale de femmes et d'enfants, et la jeunesse de cette population migrante. Il y a, n'en doutons pas, parmi ces réfugiés en réelle détresse, un certain nombre de rebelles syriens et autres, qui ne sont en fait que des terroristes financés par l'Occident, que l'on retrouvera dans les pays européens, servant de cellules d'agents de tension, pouvant opérer à tout moment, selon le souhait des contrôleurs, pour qu'une islamophobie s'installe. Une islamophobie totalement fabriquée, bien sûr, dont la source se trouve chez les Frères musulmans, mouvement créé en 1928, et dont le fondateur Hassan al-Banna était franc-maçon. Mais qui sont donc ces contrôleurs ? Eh bien, toujours les mêmes. Ceux-là ont tous un point commun. Ce sont les circoncis au 8e jour. Merci de lire la newsletter d'ITV à ce sujet, pour ceux qui ne l'ont pas fait, dont vous trouverez le lien dans la section droite de chaque page du site. Salut les esclaves, nous sommes les puissants 1%, nous contrôlons votre univers, vos présidents et vos médias. Nous possédons le système bancaire mondial, nous sommes le nouvel ordre mondial, et notre plan est d'asservir l'ensemble de la population humaine après l'avoir réduite de 90%. Nous le ferons légalement au travers de guerres, de maladies, de vaccins, et beaucoup plus. Merci de vous rasseoir et de nous regarder déclencher la 3e guerre mondiale. Soros est en charge de l'immigration de masse par le biais de sa société écran Open Society et de ses financements sans limite d'opérations de corruption politique afin d'ouvrir les frontières et d'activités terroristes locales, renforçant l'islamophobie, sujet de polarisation des masses à mettre en parallèle de l'épouvantail russe tout aussi fabriqué, relayé 24/7 par leurs médias, c'est-à-dire tous les médias mainstream. Ils ont leurs marionnettes exécutantes. Ici, nous avons Tonton Macron, qui déclarait, en février 2017, « Contrairement à ce que certains disent, nous ne sommes pas aujourd'hui confrontés à une vague d'immigration. » De volume, je vous parlais tout à l'heure. En fait, vous allez voir dans le clip suivant une présentation qui, bien que datant de 1996 et focalisée sur les USA, explique parfaitement le problème fondamental de la mécanique de l'immigration de masse que nous vivons en ce moment en Europe, quelques 22 années plus tard, et qui, inéluctablement, par effet démographique, le nombre de naissances chez les musulmans étant supérieur au nombre de naissances chez les chrétiens, va conduire à terme à l'extinction de la population blanche en Europe. Et même si je ne crois plus aux chiffres des populations globales, pays par pays annoncés dans ce clip, réactualisés ou pas, ce que j'ai récemment expliqué dans une vidéo en accès abonné intitulée « Surpopulation, mythe ou réalité ». Il n'en reste pas moins que cette mécanique des chiffres est identique, quelle que soit l'échelle. Gardez aussi à l'esprit que l'intervenant dans cette vidéo n'est probablement pas conscient de la cabale visant à détruire la civilisation blanche. Mais cependant, sa conclusion est la bonne. Voilà les amis, une manipulation supplémentaire faite sur le dos de l'humanité avant tout. Je l'ai déjà dit et je le répète, les religions ne sont qu'une division. La deuxième sur ma liste, après la culture, la langue. Selon moi, la première de toutes les divisions. Rappelons-nous qu'il fut un temps où nous, les humains, seule race au sens propre du terme, étions bien moins nombreux et ne parlions tous qu'une seule et même langue.
Puis Babylone est arrivée. Place au clip, portez-vous bien, et à très bientôt sur ITV. Certaines personnes pensent que l'immigration de masse aux USA permettra de réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce vrai? Bien non. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Cette boule de chewing-gum représente le million d'immigrés légaux que les USA accueillent chaque année en moyenne depuis 1990. Bon, qui dans le monde mérite notre compassion humaine? La Banque mondiale dispose d'une mesure de la misérable pauvreté dans le monde. Ceux qui ont moins de 2 $ par jour. Et combien de gens ont moins de 2 $ par jour dans le monde? Nous commencerons avec l'Afrique. Sur ce seul continent, il y a 650 millions de personnes qui ont moins de 2 $ par jour pour vivre. 650 millions. Et en Inde, 890 millions de plus. Puis, la Chine, qui en ajoute 480 millions. À moins de 2 $ par jour. Et malheureusement, le reste de l'Asie a encore 810 millions de personnes supplémentaires, dont la Banque mondiale nous dit qu'ils disposent de moins de 2 $ par jour. Et nous terminerons avec l'Amérique latine, où 105 millions de Kidam sont à ce seuil. En résumé, la Banque mondiale nous dit qu'il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui sont désespérément pauvres, gagnant moins de 2 $ par jour. Cela représente 3000 boules de chewing-gum et chaque année, nous en prenons 1 million. Et considérons que nous avons d'une certaine manière fait un geste humanitaire qui fait la différence. Évidemment, ceux que nous choisissons d'accueillir ne proviennent pas de cette base extrêmement pauvre. Des gens souffrant de maladies diverses, de gens trop déconnectés pour pouvoir réussir leur immigration. Nous avons tendance à choisir nos immigrants en fonction des meilleurs parmi les pauvres. Et le Mexique représente assez bien le type d'immigrants que nous acceptons, de par leur pluralité. Et le Mexique est un pays pauvre. Combien de pays dans le monde disposent d'un revenu inférieur à celui du Mexique? Eh bien, la Banque mondiale nous dit que ce chiffre équivaut à 3 milliards, ces 3 milliards ajoutés à 2,6, ce qui fait 5,6 milliards. 5,6 milliards d'individus vivant dans des pays dont le revenu moyen est inférieur à celui du Mexique, ce qui représente ici 5600 boules de chewing-gum. Donc, qu'est-ce que les élites nous disent? Elles nous disent que lorsque l'on accueille 1 million d'immigrants, d'une manière ou d'une autre, nous érodons la pauvreté dans le monde, et que nous devons le faire malgré l'effet induit nocif sur nos propres inactifs, nos précaires, sur les plus vulnérables de notre société, et sur nos ressources naturelles. Et même si nous devions en arriver à la proposition radicale de Washington, qui est de doubler l'immigration, de passer à 2 millions par an, ce qui surchargerait totalement nos infrastructures sociales et physiques, nous ne pourrions faire la différence et nous ne leur rendrions absolument pas service. Parce que ces millions que nous accueillons, triés parmi ce que l'on appelle les forces vives, souvent les mieux éduqués, et certainement les plus déçus, les plus aptes à changer leur propre système, à améliorer le sort de tous leurs congénères, vont émigrer et par conséquent ne pourront plus remplir ce rôle. Les vrais héros dans ce champ humanitaire sont ceux qui ont les moyens d'émigrer vers un autre pays, mais qui décident de rester dans leur pays d'origine afin d'y appliquer leurs talents pour leurs compatriotes. Malheureusement, notre système d'immigration tend à inciter ce genre d'individus à les abandonner. L'impossibilité même de pouvoir créer une brèche dans le système est en fait même pire que ça en a l'air ici. Car l'année dernière, en prélevant 1 million d'immigrés, ces pays ont, dans le même temps, ajouté en différentiel des naissances et des décès 80 millions d'âmes supplémentaires à cette population appauvrie. Et cette année, le Congrès rajoute un autre million d'immigrés légaux. Et toujours cette année, selon les Nations Unies,
La population de ces mêmes pays va probablement augmenter à nouveau de 80 millions. Et l'année prochaine, vous pouvez être sûr, à moins qu'il ne soit stoppé par le peuple américain, que le Congrès va produire la même chose, 1 autre million. Et ces nations appauvries également, soit encore 80 millions. Nous pourrions en accueillir 5 millions chaque année, que nous ne serions même pas efficaces par rapport à ces chiffres. Pas dans ce siècle, en tout cas. Comprenez que l'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace de lutter contre la pauvreté dans le monde. Ils doivent être aidés à l'endroit même où ils vivent. 99,9% d'entre eux ne seront jamais en position d'immigrer vers les pays riches. Il n'y a aucun espoir dans ce sens. Ils doivent se développer dans leur environnement propre. Le seul endroit où ils peuvent être aidés, le seul endroit où ils doivent être aidés. Bonjour les amis, aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler des chiffres officiels concernant la population mondiale actuelle, dont je pense qu'ils sont faux. Que voulez-vous? Quand on commence à déconstruire la fabrique diabolique de notre monde, on en arrive forcément à la population et à son volume. Sur le site de l'INED, l'Institut national des études démographiques, on trouve pour l'année 2018 l'estimation suivante de la population mondiale dont les données, nous dit-on, proviennent essentiellement de la World Population Data Sheet, publiée par la Population Reference Bureau, cet organisme indépendant qui synthétise chaque année les chiffres émanant de plusieurs sources, essentiellement la division de la population des Nations Unies, le Bureau de recensement des États-Unis, le Conseil de l'Europe et l'INED. Tout ce beau monde institutionnel s'efforce de rassembler l'ensemble des données démographiques publiées par les offices nationaux de statistiques et les organisations internationales. Super digne de confiance, bien sûr. Nous serions donc, selon eux, sur notre belle Terre plane, nous les humains, près de 7 milliards 600 millions. Waouh, c'est énorme. Et si l'on en croit les projections de l'ONU disponibles sur le site de l'INED, toujours, nous serions en 2030, c'est-à-dire dans 12 ans, plus de 8 milliards 500 millions, et nous dépasserions les 10 milliards vers 2056. Ces chiffres sont vraiment incroyables. C'est un peu comme les 90 millions de kilomètres de distance du Soleil par rapport à notre Terre. Tout ça est hors de portée de l'imagination humaine, et c'est bien pour cela que ces chiffres existent. Pour nous maintenir dans l'illusion de la crainte, de la confusion. Regardons les taux de natalité et de mortalité pour 2018. Au passage, on notera que l'Inde et la Chine concentrent près de 28% de la population mondiale, deux pays dans lesquels les recensements doivent être assez compliqués, j'imagine. Pour 2018 donc, la différence projetée mondiale entre les naissances et les décès est de 81 290 000. Il y aura donc en projection 81 290 000 humains de plus sur notre belle Terre à la fin de l'année. Comparons avec 2017, toujours sur le site de l'INED. 91 780 000 humains de plus en 2017. Ok, il y a une différence, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé d'autres chiffres encore différents sur d'autres sites. D'abord sur populationdata.net qui nous dit que l'année 2017 a vu sa population augmenter de 78 millions d'habitants. Ça fait quand même près de 14 millions de différence, c'est pas rien. Puis ensuite sur population.city, où les données pour 2018, calculées sur une base quotidienne, nous donnent un différentiel de 227 298 naissances par jour, ce qui équivaut à 82 963 770 naissances pour l'année, donc à nouveau un chiffre assez différent. Donc ça, c'est pour la confusion, essentielle à leur stratégie.
Continuons et revenons sur le site de l'INED, où on trouve aussi ce document PDF signé Gilles Pison, chercheur à l'INED justement, qui nous dit en préambule, comme un rappel incessant de ce sentiment induit nommé crainte, que l'humanité s'accroît rapidement, suscitant la crainte de la surpopulation. Les projections des démographes annoncent une poursuite de la croissance pendant encore quelques décennies, mais à un rythme décélérant d'année en année. Comme il nous l'explique, l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 1 à 4 milliards d'habitants d'ici un siècle, mais elle ne devrait alors plus guère augmenter. Plus bas, il est indiqué que d'après l'ONU, la Terre ne comptait qu'1 milliard d'habitants en 1800 et qu'elle a donc été multipliée par 7 au cours des derniers siècles. Elle devrait continuer à croître et pourrait atteindre autour de 10 milliards à la fin du XXIe siècle. Bon, résumons ce document qui date de 2011, je le précise. La population mondiale franchit le seuil de 7 milliards cette année, devrait atteindre 8 milliards vers 2025. La croissance démographique décélère, pourtant. Ayant atteint un maximum de plus de 2% par an il y a 50 ans, elle a diminué de moitié depuis 1,1% en 2011 et devrait continuer de baisser jusqu'à la quasi-stabilisation de la population mondiale dans un siècle autour de 10 milliards d'habitants. Dans un siècle, cela veut donc dire en 2111, or d'après la simulation de l'ONU, on aura dépassé les 10 milliards en 2056. Ah bon? Continuons. L'un des grands changements à venir est le formidable accroissement de la population de l'Afrique qui, Afrique du Nord comprise, pourrait, malgré le sida, quadrupler d'ici un siècle, passant de 800 millions d'habitants en 2000 à 3,6 milliards en 2100. 3,6 milliards en 2100. Toujours d'après l'ONU, en 2100, l'Afrique devrait avoir près de 4 milliards 400 millions d'habitants. Autre chose, dans ce résumé, on parle de sida. On se demande comment il est possible que malgré l'épidémie de sida qui a ravagé ce pays, cette croissance soit si importante. Petite parenthèse ici, j'ai mis sur YouTube, il y a déjà un certain temps, une vidéo dénonçant le hoax du sida, dont le titre est « Sida, la fraude du VIH », que je vous encourage à voir ou à revoir et qui s'intègre assez bien dans ce scénario de manipulation globale des chiffres, surtout par rapport à l'Afrique. Revenons à tous ces chiffres et regardons rapidement un classement d'une trentaine des plus grandes villes du monde et de leur métropole, je précise, en termes de population, dont j'ai calculé le total et nous avons là pas loin de 500 millions d'habitants. Donc 500 millions d'habitants par rapport à 7,5 milliards, ça veut dire qu'il reste 7 milliards à répartir partout ailleurs. Je vous laisse y penser. Tout ceci est lié, les amis. Et pour appuyer ce que j'avance, je vous ramène à l'agenda 21, devenu l'agenda 2030, programme du Nouvel Ordre Mondial, présenté comme la solution au réchauffement climatique, théorie complètement bidon que je vous invite à rechercher, mais qui en réalité prépare la dépopulation. Cet agenda n'est pas nouveau, il est dans la tête de certains depuis déjà un certain temps, comme celle d'Henry Kissinger, talmudiste de la première heure qui déclarait dans sa jeunesse « Concernant les pays du tiers-monde, la dépopulation doit être la première des priorités de la politique étrangère US pour la bonne santé de son économie, car celle-ci dépendra de manière croissante des minéraux que ceux-ci possèdent. » Ou encore, un peu plus tard, « Contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations, contrôlez l'approvisionnement en nourriture et vous contrôlez les peuples. » En d'autres termes, le plan du Nouvel Ordre Mondial. Et concernant la dépopulation, les méthodes sont nombreuses. La géo-ingénierie, comme le projet HARP, la 5G, ou les chemtrails, ou encore les vaccins, ou les produits soi-disant phytosanitaires de l'agriculture. Et j'en passe. Bref, une panoplie servant un seul objectif, celui de réduire la population à 500 millions, comme les Georgia Guidestones nous l'indiquent. Alors pourquoi nous mentir sur cette surpopulation? Et si celle-ci n'est pas réelle, et plus basse qu'annoncée, pourquoi veulent-ils absolument la réduire? Eh bien, je pense qu'ils jouent sur plusieurs tableaux en même temps.
D'abord, ils veulent absolument maintenir la peur, la crainte, coûte que coûte. Ensuite, ils veulent justifier la fraude du réchauffement climatique, justifier l'immigration par les guerres que cette surpopulation provoque, alors qu'ils les déclenchent eux-mêmes. Permettre ensuite une spéculation financière débridée, déclenchant famine et pauvreté à travers le monde. Bref, une vraie logique de circoncis du 8e jour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si nous ne sommes pas aussi nombreux, combien serions-nous? Eh bien j'en sais rien, bien entendu. Mais à mon sens, entre 1 milliard et 2 milliards au grand maximum, pas plus. En tout cas, bien loin des chiffres officiels, qui, une fois de plus, comme tous ceux que la NASA nous balance sur le soi-disant espace, ne sont qu'une illusion de l'esprit dans lequel se perd la raison humaine. Mais malgré que nous ne soyons pas aussi nombreux qu'ils le prétendent, ils veulent quand même nous réduire à 500 millions d'habitants. Les robots remplaçant toutes les fonctions que ceux qui auront disparu ne pourront plus occuper. Voilà, mes amis, encore un sujet qui offre matière à réflexion. Tous les liens sont en partie description. Merci de votre attention, portez-vous bien et à très bientôt sur ITV. Vous avez dit lors d'une de vos dernières conférences que le pétrole n'était pas ce que l'on pensait, que ce n'était pas une énergie fossile, que ça ne venait pas d'animaux fossilisés. Est-ce juste un minéral juste comme n'importe quel autre minéral? Est-ce que, comment le diriez-vous? Quelle est l'origine du pétrole? Vous voyez, quand ils ont commencé à trouver du pétrole, ils démarraient la fabrication de moteurs et en avaient besoin pour les axes et les roues des trains et de toutes sortes d'autres choses. Et rappelez-vous, le train est apparu au début du 19e siècle, et à ce moment-là, le pétrole est passé du statut de lubrifiant à celui d'énergie, ce qui a augmenté sa valeur. Et à l'époque, Rockefeller se trouvait être le plus avisé des hommes d'affaires. Il faisait la plupart de ses profits, sinon tous ses profits, dans le transport et la vente du pétrole. Mais ils ont réalisé une chose, que mettre un prix sur du pétrole, c'est comme mettre un prix sur un seau d'eau. Il n'y avait pas de coût d'excavation à ce moment-là. Une partie du pétrole était même en surface. Il n'était pas nécessaire d'aller très profond. Donc, pour pouvoir en faire monter le prix, ils ont eu cette idée de faire apparaître le pétrole comme rare. Mon vieux, dès qu'on aura récolté et utilisé les derniers barils, on va probablement devoir fermer. Vous voyez ce genre de choses. Un événement providentiel se produisit en 1892. Il y eut une convention de scientifiques à Genève dont l'objectif était de faire la liste des substances organiques. Une substance est organique dès lors qu'elle est composée d'hydrogène, d'oxygène et de carbone, donc c'est généralement une substance vivante, comme un arbre. Vous pouvez analyser l'hydrogène, le carbone et l'oxygène d'un arbre mort, l'herbe, etc. Donc des choses vivantes, des animaux. Nous sommes hydrogène, oxygène et carbone. Donc, à cette convention de Genève, Rockefeller prit un avantage en y dépêchant des scientifiques qui allaient dire que le pétrole est de l'hydrogène, de l'oxygène et du carbone, et que par conséquent, il provient de la décomposition, du pourrissement de matières autrefois vivantes. Et faisant les choses jusqu'au bout, à la fin de la convention, il fut décidé que le pétrole était un résidu de matière vivante. Donc cela en faisait une énergie fossile. Je ne sais pas pourquoi ils décidèrent d'utiliser le mot fossile, mais une matière autrefois vivante est un fossile. Bien sûr, aujourd'hui, et autre chose à savoir aussi, est qu'il n'y a jamais eu de fossile, de vrai fossile, trouvé en dessous de 4800 mètres de profondeur. Et vous pouvez débattre de cette limite, car à certains endroits, le sol s'enfonce. Mais 4800, c'est ce que les scientifiques disent, 4800 mètres. On va chercher le pétrole avec des forages à 9000, 10 000 ou 8000 mètres tous les jours de la semaine.
Donc, juste ce fait prouve que ça n'a rien de fossile. On l'appelle énergie fossile, de sorte que les gens fassent la relation avec le fait que c'est une ressource en voie de disparition, d'épuisement. On parle de marge d'épuisement, ce qui vraiment... Et en fait, si vous savez ce qu'est réellement le stock mondial de pétrole, vous savez qu'il n'est absolument pas près de s'épuiser. C'est le deuxième liquide le plus présent sur Terre et on l'a à peine entamé. Et dans ce contexte, voyez-vous, ceux en charge des affaires du pétrole, des businessmen à la volonté parfaitement similaire à tout businessman voulant garder ses prix les plus hauts possibles, bien, une manière de le faire est de dire, bien c'est terminé, c'est le dernier baril, et il coûte $1000, et c'est fini. Ils répandent cette idée-là. Ce qui me gêne, c'est que dans les bouquins de géologie, on le trouve. Les géologistes disent que c'est une énergie fossile. On les a achetés. J'ai participé à un séminaire de 4 ans pour le staff fédéral sur l'énergie organisé par le gouvernement US pendant le prétendu choc pétrolier. J'étais le représentant de l'industrie du chemin de fer, l'industrie aérienne était là, chaque assistant administratif de sénateur et de membres du Congrès était là, la CIA était là, la défense était là, le département d'État. Des fois, assis juste en face de moi se trouvait Henry Kissinger avec son ami, le chef du département de la Défense, c'est dommage, j'ai oublié le nom. Mais bon, des gens comme ça, des huiles du gouvernement assis là à assister au séminaire du staff fédéral sur l'énergie. Ce que cela a produit, c'est que pendant 4 ans, ils ont infusé leur ligne de propagande à tous les leaders de ce pays, et par conséquent, aux leaders du monde entier. Quand il y a Schlesinger et Kissinger parmi d'autres, et l'objectif était de, pour utiliser les propres termes de Kissinger quand c'était son tour de parler, de créer un prix mondial du pétrole. En d'autres termes, pas 30 cents un gallon ici et 90 cents un gallon là, mais faisons plutôt un prix unique mondial. C'est ça leur objectif, et ils essaient de faire la même chose pour le blé et tout le reste. Nous ne réalisons pas l'ampleur du contrôle sur le pétrole ou sur d'autres choses. Pratiquement tout aujourd'hui est catégorisé pour en fixer un prix maximum. Donc, appeler le pétrole une énergie fossile est la base de tout le système mis en place le concernant. J'ai rencontré, je ne sais pas si le nom d'Arthur Kantrowitz vous dit quelque chose. Arthur Kantrowitz est le boss des laboratoires Kantrowitz, initié par la société AFCO proche de Boston, des laboratoires scientifiques. Un grand homme dans le monde scientifique. Kantrowitz et moi étions assis à une table lors d'un séminaire, et cette table se trouvait être remplie de jeunes étudiants en parcours de maîtrise en géologie. Et pour lancer la conversation, je me suis tourné vers Kantrowitz et je lui ai dit « Que penses-tu de la stupidité de ces conférenciers parlant d'énergie fossile ?» Et il a accroché. Il a commencé à rire. Et il me dit, tu sais, ça me tue. Il me dit, j'ai pas de qualification en géologie, mais il en a mis d'ailleurs. Je ne sais pas si, et toutes ces têtes autour de la table, on le faisait exprès. On commença à écouter. Il demanda, êtes-vous, monsieur géologiste, par chance? Un des gars, oui, je le suis. Mais, alors, dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi? Et il a continué comme ça pendant un moment. Et on a fait s'écrouler l'édifice, car personne ne pouvait contredire Kantrowitz. Il était comme Einstein pour eux. Et il leur a dit, laissez tomber. Et c'est dans tous les bouquins, dans toutes les revues. Mais tout démarra par cette étrange réunion de 1892 lors de la Convention scientifique de Genève. J'ai une grosse encyclopédie très épaisse éditée par une boîte autrichienne qui date d'une 15aine d'années maintenant. Et il y a toute une histoire sur cette conférence. Il n'y a pas la partie sur Rockefeller, mais il y a tous les détails sur comment ils ont réglé la chimie organique et mis tous les chiffres qui donnent le pétrole. Incroyable. Incroyable. Ce n'est pas accidentel, vous savez. Il y a le sigle dollar sur presque tout.
La société sans cash faisait partie de la grande remise à zéro, pendant laquelle tout l'argent physique a été effacé. L'argent n'existait plus que sous forme numérique dans la machine. Les pays ont été inondés d'aides économiques pour lutter contre la pandémie, mais ce soutien et ce renforcement continu du système n'allait aboutir qu'à un effondrement. Ce qui était prévu. La peur a maintenu les gens dans la croyance et la confiance aveugle en l'illusion d'un faux héritage. Mais quiconque a contrôlé ou créé cette monnaie numérique avait l'investissement final en main. Ils nous ont possédés. Les gouvernements n'ont cessé de nous promettre un retour à la normalité, mais les verrouillages économiques successifs ont anéanti l'attente des gens à l'endroit même où leur seul divertissement était leur écran noir et les 4 murs de leur cellule de confinement. La société n'existait maintenant plus que dans le monde technologique. Ils nous ont vendu la technologie comme si elle allait nous sauver de la maladie et résoudre tous nos problèmes. Mais en réalité, elle a détruit l'humanité et achevé le monde tel que nous l'avons connu. Il n'y avait pas d'autre choix que de réinitialiser le système. Avec la société sans cash en place, ils ont introduit le crédit social global, le nouveau modèle économique. Par peur de tout perdre, y compris leur sécurité, les humains sacrifièrent leur liberté dans la fosse satanique, suivant aveuglément leur maître. À travers l'école du crédit social, ceux-ci sont devenus le produit parfait. Le score de votre crédit indique quelle sorte de citoyen vous êtes. Êtes-vous un bon citoyen? Comment vous êtes-vous comporté? Vous avez dû vous conformer, sinon vous étiez pénalisé et vos points déduits. Vous avez finalement été mis sur liste noire et envoyé au trou. Avec la surveillance de l'intelligence artificielle pleinement intégrée dans la société et avec les systèmes de satellites en place, tout le monde était piégé. Il n'y avait aucune issue. Personne ne pouvait se cacher. La voie du surnuméraire nous a été vendue et présentée par les entreprises technologiques comme une solution parfaitement fluide et sans effort. Nous avons continué à nous conformer aux croyances du capitalisme car nous étions récompensés juste ce qu'il faut pour rester dans le coup. Mais ceci était l'astuce. Pour garder leur corruption secrète, il fallait nous rendre complices et nous l'avons été. Nous avons été soudoyés par le mensonge que leur manière de faire était la seule possible. Par notre consentement, nous avons rendu les obscurs plus puissants. À cause des modèles dupliqués qu'ils utilisaient sur nous encore et encore. Parce que cela marchait. Avant d'en prendre conscience, personne ne s'est rebellé. Mais à moins de se rebeller, personne n'en prendrait conscience. Les gens ont résisté et se sont battus avec colère, mais leurs âmes ont été brisées par des années de manigance. Les gens voulaient l'anarchie, mais leur impuissance croissante n'a conduit qu'à l'autodestruction et au démantèlement de leur esprit. La société sans cash est la prochaine étape, mais ce que nous en ferons déterminera l'étape suivante. La centralisation conduit à un contrôle de masse, et le contrôle des masses nous est dicté par quelques-uns. Nous ne devons pas nous laisser tromper par les mensonges qu'ils colportent. Nous sommes les plus nombreux et en nous extrayant des vieux schémas de l'esprit humain, nous pouvons créer notre propre avenir. Un avenir déterminé par nous. Mais nous devons envisager cet avenir maintenant et y travailler de manière constructive. Quel monde voulez-vous créer? En laissant les psychopathes le diriger? Nous avons détruit cette incroyable expérience pleine d'attention. Nous leur avons permis d'étouffer notre lumière. Nous avions le choix, et il y avait autrefois de l'espoir. Mais maintenant, c'est fini. La conscience dépasse la mort, certes. Mais quelle destruction allez-vous laisser derrière vous? Nous avons une fenêtre d'opportunité et nous l'avons maintenant. Allons-nous l'utiliser? Allez-vous l'utiliser?
La Chine, nation la plus peuplée au monde, abrite une industrie en plein boom, la récolte d'organes humains. Cependant, ces dernières décennies, des rapports ont émergé démontrant que la majorité des organes prélevés ne sont pas issus des condamnés à mort ou de donations, comme le prétendent les autorités chinoises, mais plutôt d'innocents prisonniers de conscience assassinés sur demande. Des enquêteurs à travers le monde continuent de découvrir des éléments montrant la véritable nature et ampleur de ces abus. En juin 2016, 3 enquêteurs indépendants ont publié conjointement un rapport de 680 pages de preuves irréfutables. La Chine est à ma connaissance le seul pays au monde dont le gouvernement gère un programme industriel consistant à tuer des gens pour vendre leurs organes. On a des hôpitaux en pagaille et on a les détails très précisément. On parle ici de grands complexes hospitaliers avec pléthore de chirurgiens et d'équipes de prélèvement d'organes. J'ai été très surpris par l'énormité du chiffre et, comme je l'ai dit, c'est entre 6 et 10 fois plus que ce que les chiffres officiels annoncent. Des audiences ont eu lieu au Congrès américain, au Parlement britannique, au Parlement européen, ainsi qu'au Parlement canadien. La Chambre des représentants US a passé une résolution à l'unanimité condamnant le prélèvement systématique et forcé d'organes imposé par l'État chinois aux prisonniers de conscience non consentants. La Chine qui tue pour des organes, ce titre commence à faire la une des journaux un peu partout dans le monde. Génocide médical. Les meurtres de masse cachés de l'industrie du prélèvement d'organes en Chine. Une enquête de 10 ans. C'est en 2006 qu'il a été découvert que les prisonniers de conscience étaient assassinés sur demande pour un prélèvement d'organes dans des centres de détention secrets à travers toute la Chine. Les 2 premiers enquêteurs à mener les investigations furent David Kilgour, ancien secrétaire d'État canadien pour l'Asie-Pacifique, et David Matas, avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Quand on a commencé en 2006, je ne savais pas où cela allait nous mener, ni quelles conclusions on allait en tirer. La première surprise et grande déception était de constater que c'était vrai et que cela se produisait partout en Chine, et depuis 2001. Kilgour et Matas ont publié leur premier rapport en juillet 2006, puis ensuite un livre, Bloody Harvest, Récolte sanglante. À peu près au même moment, Ethan Gutman, un journaliste d'enquête indépendant basé à Londres, a fait ses propres recherches pendant 7 années, avant de publier L'Abattoir en 2014. On a insisté sur le fait que nous pensons vraiment que ce sont les prisonniers de conscience qui fournissent l'essentiel des organes transplantés. Nous en sommes arrivés tous les 3, David Kilgour, David Matas et moi-même, à la même conclusion, même si nos méthodes étaient très différentes. Ces investigateurs ont uni leurs forces et enquêté sur des centaines d'hôpitaux chinois spécialisés en transplantation d'organes et ont publié leur nouveau rapport conjoint en 2016. Ces 3 enquêteurs furent nominés pour le prix Nobel pour leurs travaux. Un nombre stupéfiant de transplantations. Il n'est pas facile de découvrir précisément l'ampleur de cette industrie de la transplantation d'organes en Chine, ni combien de victimes en découlent. Il a fallu 10 ans aux enquêteurs pour rassembler les preuves. Par exemple, en septembre 2013, Zhu Ji, directeur du centre de greffe du foie à l'hôpital du peuple de l'université de Pékin, déclara au China Economic Weekly « Notre hôpital pratique 4000 greffes de foie et de rein d'une année sur l'autre. » Il nous a fallu tout recouper. Nous avions des volumes affichés que nous avons croisés avec la dimension du staff, avec le nombre de lits, avec les publications de recherche, les rapports médias, les achats de médicaments immunosuppresseurs, enfin, avec absolument tout ce que nous pouvions utiliser. Ce qui nous a permis de développer une photographie claire. Et dans ce cas particulier, oui, ce chiffre de 4000 est bien réel. À l'hôpital central de Tianjin, ils ont 500 lits. C'est même un peu plus maintenant. 500 lits dédiés à la transplantation d'organes et ils déclarent à plusieurs reprises avoir un taux d'occupation de 131%. Cela veut dire que sur un séjour entre 20 et 30 jours, ils font à peu près 5000 transplantations par an.
Ces exemples montrent que ces chiffres de 10 000 transplantations par an avancés par les officiels chinois est facilement dépassé par juste quelques hôpitaux. Mais ces deux hôpitaux ne sont que la pointe de l'iceberg. Les enquêteurs ont découvert que 1000 hôpitaux spécialisés dans la transplantation d'organes ont déposé une demande de permis au ministère de la Santé en 2007 afin de pouvoir continuer leurs activités. Cela suggère que ces établissements répondent aux critères de capacité minimum imposés pour pouvoir obtenir la certification que le ministère délivre. 169 furent finalement certifiés. Mais si on considère les établissements fonctionnant juste au seuil minimum, parlons pas du reste, notre estimation actuelle est plus proche de 100 000 par an. Les enquêteurs trouvent d'autres preuves qu'un système massif de transplantation existe, dont certaines de la part d'officiels chinois eux-mêmes. He Xiaoshun, membre du comité d'experts de la commission de donation d'organes humains, déclara « Le nombre de transplantations a été multiplié par 10 entre 1999 et 2000, puis par 3 jusqu'à 2005, ce qui fait 30 fois plus en 6 ans. » Wu Mengshao, connu comme le père de la chirurgie du foie en Chine, dit aux médias en 2011, « La Chine pratique aujourd'hui le plus grand nombre de transplantations au monde. » Depuis 2000, les US ont procédé en moyenne à 6 000 transplantations par an, un chiffre qui peut être atteint par un petit nombre d'hôpitaux en Chine. Et ils avaient une source intarissable d'organes disponibles sur demande, et la seule limite était la capacité en termes de lits. Donc ce que l'on a vu après 2001, c'est cet énorme boom dans la construction, de nouveaux lits, de nouvelles structures, de nouveaux centres, focalisés sur les transplantations. Donc le volume, quand le système opère en pleine capacité, augmente d'année en année. Le rapport montre que les seuls 169 centres approuvés par le ministère de la Santé pourraient avoir réalisé plus d'1 million de transplantations depuis l'année 2000. De nombreux autres centres ont pratiqué des greffes malgré qu'ils n'aient pas obtenu la certification. Une industrie dirigée par l'État. La greffe d'organes n'a depuis cessé d'être intégrée dans le plan quinquennal et est devenue une priorité dans la stratégie nationale chinoise. Un grand nombre de centres de recherche et de formation spécialisés dans la greffe sont financés par les différents programmes nationaux de financement. Les enquêteurs ont découvert que le Centre d'assistance du réseau international de transplantation de Chine, le CITNAC, propose des tarifs de greffe pour les étrangers sur son site web archivé. Toute cette industrie de la greffe rapportait entre 9 et 10 milliards par an. C'est beaucoup d'argent, et beaucoup d'hôpitaux ont profité de cette manne pour financer leurs activités. Et cette industrie est très surveillée par les leaders politiques, donc ils sont parfaitement au courant. Et également le fait que Wang Lijun, bras droit de Bo Xilai, concurrent à la présidence chinoise, et qui était l'un des policiers les plus connus de Chine, on le voit là, surveillant et dirigeant le trafic d'organes. Il avait un centre pour le faire, il a reçu une distinction pour ça, et plus particulièrement pour avoir inventé une nouvelle méthode d'injection létale. Il a pratiqué des milliers de greffes, qu'il avoue lui-même à la cérémonie officielle de remise de la distinction. Sur le site web de la CITNAC, on trouve ceci. Tous les remerciements doivent aller au gouvernement pour leur support nous permettant de réaliser un si grand nombre de greffes d'organes chaque année. Ceci est unique au monde. Transplantation sur demande. Les enquêteurs furent particulièrement choqués par un aspect de ces transplantations. Comme nulle part ailleurs au monde, elles se pratiquaient sur demande. Dans les pays pourvus de systèmes de donation et d'allocation avancés, les patients doivent attendre des années qu'un donneur se présente. Cependant, en Chine, l'attente n'est que de quelques semaines. Le registre des greffes du foie montre qu'en 2006, 27% correspondaient à des greffes urgentes, ce qui signifie qu'ils ont dû trouver un foie en quelques jours ou quelques heures. C'était en 2005 lorsqu'un de mes patients,
déjà sur une liste d'attente pour une transplantation cardiaque, est venu me voir un jour et m'informa que son assureur, une société israélienne, venait de lui dire qu'il lui fallait aller en Chine dans 2 semaines, car il y était programmé pour y subir une transplantation cardiaque. Et je lui ai dit, mais comment une telle opération peut-elle être programmée à l'avance? Vous savez ce que ça veut dire, qu'une personne doit mourir le jour même de l'intervention? Il répondit qu'il ne savait pas, il est allé en Chine, il s'est fait transplanter un nouveau cœur, exactement à la date promise. Un hôpital du sud-ouest de la Chine prétend avoir des donneurs en attente de receveurs correspondants et promet également qu'en cas d'échec, ils recommenceront jusqu'à ce que la greffe soit réussie. En 2016, le chirurgien-chef du centre de transplantation d'un hôpital de médecine traditionnelle chinoise a publié une étude réalisée sur 50 patients de son établissement qui ont chacun reçu un nouveau rein à 2, 3 ou 4 reprises. Un autre exemple que je n'arrive pas à me sortir de l'esprit est celui d'un étranger qui est allé 2 fois en Chine. La première fois, ils lui ont apporté 4 paires de reins et aucune n'était compatible. 2 ou 3 mois plus tard, il y retourna et on lui proposa à nouveau 4 paires de reins, jusqu'à ce que finalement le 8e rein donne satisfaction. Il allait bien, mais 8 humains ont dû mourir pour ceci. Dans le nord-est de la Chine, déclare le site NAC sur son site, la Chine pratique les greffes rénales à partir de reins provenant de sources vivantes, ce qui n'a rien à voir avec les greffes rénales dont les reins proviennent de cadavres, comme cela se fait au Japon. Parce qu'ils ont une réserve de donneurs vivants en attente de correspondance, un peu comme dans un restaurant où vous allez choisir votre homard et vous dites « celui-ci et le homard est exécuté ». C'est un crime contre l'humanité. Les victimes. Le gouvernement chinois a prétendu que l'immense majorité des organes provenaient des condamnés à mort et ensuite de donations. Cependant, des organisations internationales ont estimé le nombre d'exécutions de condamnés à mort à juste quelques milliers chaque année depuis l'année 2000 et en baisse. La tradition chinoise exige que le corps reste entier après la mort. Il n'existait pas de système de donation d'organes en Chine avant 2010. Même aujourd'hui, il y en a peu. Par conséquent, ces 2 sources combinées ne représentent qu'une infime fraction de toutes les greffes d'organes effectuées en Chine. La Chine commença à pratiquer la transplantation d'organes à petite échelle, prélevés sur des condamnés à mort exécutés dans les années 70. Les années suivantes, le prélèvement d'organes chez les prisonniers objecteurs de conscience s'enclencha. En 1999, la répression sur Falun Gong débuta, qui, en termes d'échelle, est l'une des plus vastes entreprises par le Parti communiste chinois depuis la révolution culturelle. Et en 2001, se produit l'explosion de cette activité de transplantation d'organes humains, et on constate une continuité dans les chiffres sur la durée. Le Falun Gong est une sorte de mouvement de renouveau du bouddhisme, sans église, sans temple, mais avec un socle de croyances communes. Ces croyances partagées tournent autour du développement personnel basé sur la sincérité, la compassion et la tolérance. À la fin des années 90, le gouvernement chinois estimait à plus de 70 millions le nombre de pratiquants du Falun Gong. Jiang Zemin, numéro 1 du Parti communiste à l'époque, vit la popularité du Falun Gong et le renouveau des valeurs traditionnelles comme une menace pour son pouvoir et lança une violente campagne visant à l'éradiquer en juillet 1999. Des centaines de milliers de pratiquants du Falun Gong provenant de toute la Chine affluèrent à Pékin afin de plaider leur cause auprès du gouvernement pour n'être qu'arrêtés et torturés. Nombre d'entre eux ont refusé de dévoiler leur identité pour protéger leurs familles et leurs amis, constituant ainsi une large population d'anonymes maintenus captifs par le gouvernement. D'autres pratiquants furent embarqués à travers toute la Chine, et c'est à partir de là que de très nombreux pratiquants disparurent sans laisser de traces. Une nouvelle forme de génocide.
La ligne officielle du parti, concernant la répression du Falun Gong, est de ruiner leur réputation, leurs finances et les détruire physiquement. Donc, la diffamation va détruire leur réputation et les transplantations d'organes vont les détruire physiquement. Il y a les examens physiques, les prises de sang, les examens d'organes, qui n'ont aucune autre explication qu'une recherche de correspondance en vue d'une greffe. C'était vous convertir ou mourir. Dénoncer vos amis ou mourir, un génocide géré par l'État. Nous ne pouvions imaginer, après l'Holocauste, voir ce genre de corruption médicale réapparaître. Comment des médecins, des gens formés pour soigner, peuvent-ils prélever des organes sur des êtres vivants pour des greffes? Enver Tohti est un chirurgien issu de la minorité ouïghour qui a été élevé et éduqué en Chine et qui vit actuellement à Londres. On lui demanda d'extraire les organes d'un prisonnier vivant en 1995. Et il vous empêche de penser par vous-même. Votre corps agit comme un robot et réalise les tâches pour lesquelles il a été programmé. Donc, n'importe qui se définissant comme non-communiste ou non-adhérent au Parti communiste sera traité comme un ennemi de l'État et par conséquent ne sera même pas considéré comme un être humain et sera soumis à n'importe quel genre de punition disponible. Ils vous font véritablement croire que ce que vous faites est pour la bonne cause. C'est un peu plus tard que j'ai réalisé que j'avais raccourci la vie de cet homme, ce qui équivaut à être un meurtrier, car je l'ai tué. Cela me hante. Il fallait que je parle pour évacuer tout ce que j'ai sur le cœur et soulager un peu ma souffrance. Un test majeur pour notre époque. En février 2017, Freedom House, une organisation de défense des droits de l'homme, a publié son propre rapport sur la religion en Chine. Il y est noté qu'une analyse des informations disponibles sur les transplantations d'organes fait ressortir des preuves crédibles suggérant qu'à partir du début des années 2000, les prisonniers de Falun Gong furent assassinés à grande échelle pour leurs organes. Il est également noté que la disparition massive de la jeunesse masculine ouïghour se retrouve dans les analyses sanguines routinières pratiquées sur les prisonniers politiques ouïghours et que les infos sur la mort mystérieuse de Tibétains et de Ouïghours pendant leur détention devraient sonner l'alarme sur le fait qu'ils aient pu être les victimes non consentantes de prélèvements d'organes. Je pense que la première chose, par rapport au fait d'y croire ou pas, est de regarder les faits. Les faits sont là, les écrits sont là, la recherche est faite, il faut la lire. Une fois que vous l'avez lue, je suis sûr que vous ne pouvez plus ne pas y croire. Et nous devons, nous les médecins, nous rassembler pour arrêter ceci immédiatement. Jusqu'en 2005, nous n'avions pas de loi. J'ai découvert que les compagnies d'assurance israéliennes et certaines organisations de protection de la santé ont pratiqué le remboursement intégral vis-à-vis de leurs clients israéliens qui sont allés en Chine se faire transplanter des organes illégaux. Donc moi et mes amis, nous nous sommes réunis au Parlement, la Knesset, et en 2008, le Parlement israélien a validé la loi sur la transplantation d'organes qui interdit le remboursement de toute greffe d'organes obtenue de manière illégale n'importe où dans le monde. Et depuis lors, plus un seul Israélien n'est allé en Chine. En plus d'Israël, l'Espagne, l'Italie et Taïwan ont passé des lois interdisant à leurs ressortissants de se déplacer en Chine pour y recevoir un organe provenant d'une source illicite. Le prélèvement systématique d'organes organisé par l'État est un crime monstrueux. Je crois fermement que cette campagne de 17 ans visant à éradiquer Falun Gong restera dans l'histoire récente de la Chine comme une terrible honte.
Quand j'écrivais mon livre The Slaughter, je me disais de temps en temps que j'écrivais l'histoire, et à la fin, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, que cela continuait toujours. C'est une nouvelle forme de génocide, réalisée par des gens parmi les plus respectés de la société. C'est un des tests majeurs de notre époque. Nous ne pouvons plus l'éviter.